Depuis la mer jusqu'aux Cévennes, le Languedoc offre encore quelques espaces sauvages au monde des insectes et à leurs alliés. Avant même l'arrivée du printemps, le Vulcain s'active au premier soleil en compagnie du Paon de jour qui lui aussi a hiberné. Ils sont vite rejoints par l'échancré. À son tour, la grande tortue sort de son engourdissement hivernal et exploite également les bourgeons justes entr'ouverts. La diane, superbe papillon du premier printemps, s'intéresse aux clochettes des muscaries. La vie alors explose dans tous les milieux. Dans l'eau, comme sur terre que découvre la Thècla de l'arbousier et dans l'air où les abeilles livrent leur premier balai. Une femelle de scarabée rhinocéros sort de son terreau pas encore débarbouillé. Seul, le mâle porte la corne caractéristique. Et le scorpion languedocien s'apprête à quitter son repère. Bombille, coléoptère floricole, tous s'activent. Sur l'eau, une flottille de gérisses, vifs patineurs aquatiques, semble attendre le signal de départ sous l'œil d'une demoiselle placide. La jeune magicienne explore la végétation alentour. Tandis que Cuivré, Lucine et Guêpe vaquent à leurs occupations. Tout comme l'élégante zygène Rhadamante, la saisie tente de se faire passer pour guêpe plus que pour papillon. À l'instar de la belle dame, les migrateurs sont aussi là, venus du sud, parfois depuis l'Afrique pour les plus robustes. Enfin, la cigale abandonne sa chemise de nymphe avec précaution et hâte à la fois, car le temps d'expansion des ailes est mesuré. Opération réussie, la fête de l'été peut commencer. Et maintenant, il faut manger. Ou être mangé. En matière d'alimentation, faire preuve d'opportunisme constitue un atout évident pour ces pachas à deux queues qui se livrent à une empoignade sérieuse autour de quelques débris bien sucrés. La sève est aussi une ressource recherchée qui donne également lieu à une compétition sévère aussi bien entre congénères qu'entre espèces diverses. Grâce à leur rostre, les cigales s'en nourrissent sans craindre la concurrence, tout comme ces demi-diables. Quant à l'agapante de l'asphodèle, il attaque franchement la tige de ses puissantes mandibules.
Mais le nectar reste la source la plus prisée que la plante échange contre le transport de quelques grains de pollen qu'emportera cette mouche en culotte rouge. Le sphinx gazé, lui, ne joue pas le jeu et butine sans même se poser. La clématite recueille un franc succès auprès d'une population de titires, qu'il exploite avec soin en s'installant ici à demeure et en nombre. Si les scabieuses n'avaient pas existé, les papillons les auraient probablement inventées. À grands coups de leur spiritrompe, les hygiènes, le citron de Provence, plus orange en vérité que citron, le cardinal et d'autres en apportent confirmation. Les choix sont cependant plus éclectiques pour les lycènes. Le sylvain azuré ou les minuscules microptérix finement et précieusement décorés alors que leur taille n'atteint que quelques millimètres. Dépourvus de trompe, ils dévorent les grains de pollen. La cétoine dorée et la trichisonnée apprécient les fleurs de manière encore différente, en broutant leurs pétales ou plus souvent leurs étamines. Le zonabre et ce couple de buprestes en font tout autant, mais ces derniers ne visitent que les fleurs jaunes. Celles-ci sont aussi fréquentées par une cohorte de minuscules staphylins insaisissables par leur agitation. D'autres encore font des choix plus particuliers, telle cette mouche du genre anthrax qui s'approvisionne en sels minéraux, tandis que la messore justifie bien son appellation de fourmi moissonneuse. Malgré les apparences, cependant le danger est partout. Les prédateurs guettent et les pires ne sont pas toujours ce que l'on croit. Lézards, tritons et larves de dithyques pratiquent chacun à sa façon une chasse active alors que l'empuse et l'impressionnante magicienne préfèrent l'affût comme les menthes.
La cicindelle, elle, chasse à court avec une vivacité surprenante. À ce jeu, les araignées ne sont pas en reste, à l'image de la tomise embusquée dans les fleurs, alors que l'épère facié tend son filet mortellement englué. Mais parfois, telle est prise qui croyait prendre, le pompile n'approvisionne ses larves que d'araignées. Même ce gros balourd de xylocope violet, malgré sa puissance et ses mandibules redoutables, n'est pas à l'abri de la monte religieuse. Quant à cette curieuse petite mouche, manifestement, elle s'en lave les mains. Mais une autre préoccupation se fait souvent pressante: l'approvisionnement en eau et en sels minéraux. La Tecla du frêne boit entre les pierres. Et les argus ou les mars changeants exploitent la moindre infractuosité avec dextérité. En fait, une seule contrainte universelle entretient et motive toute cette activité: transmettre la vie. La tâche n'est pas toujours simple, et la démarche première est de se rencontrer. Ce couple de lucanes cerfs-volants y parviendra-t-il? Sur son poste de guet, le mâle compte sur la sensibilité de ses antennes. La petite au pied bleu guette l'âme sœur. Chez les gazés et les pierrides, c'est encore la femelle qui appelle en libérant ses phéromones. Les points de Hongrie, déjà accouplés, ne s'y sont pas trompés. Le grillon, lui, séduit sa compagne par le chant bien connu qu'il produit en frottant ses élytres l'un contre l'autre. Chaque espèce de cigale émet un signal qui lui est propre, amplifié par une caisse de résonance d'une efficacité remarquable. Comme la majorité des sauterelles, les dectiques mâles disposent d'un archet à la base de l'élytre gauche et une oreille logée sous le genou antérieur.
Chez les criquets, l'archet est porté par les cuisses qui frottent le bord des élytres et l'organe auditif se trouve au début de l'abdomen. Des libellules observent un rite complexe et volent souvent en tandem, le mâle tenant sa compagne par le cou jusqu'à la phase finale de l'accouplement. L'opération s'avère délicate ou même périlleuse chez les coccinelles. Vient alors le temps de la ponte, dans un rameau pour cette cigalette, ou dans le bois mort que creusera la larve de l'ergate forgeron, grand capricorne peu commun. Pour une majorité d'insectes herbivores, les œufs sont fixés sur la plante haute de la larve. D'autres, telles les menthes, élaborent une oothèque plus ou moins volumineuse qui donnera lieu à une éclosion massive à l'instar de celle de certaines araignées. Les jeunes larves partent alors à la découverte du monde. Celle des libellules étant déjà en chasse dans le ruisseau. Les chenilles de la pierride du chou mènent une vie plus placide. D'autres font preuve d'un mimétisme étonnant ou exhibent des couleurs d'avertissement, telles ces élégantes chenilles de la noctuelle du lys des sables, très menacées par l'invasion estivale du littoral, que redoutent aussi le scarite géant et la pimélie. Le cycle vital, enfin, se boucle par la dispersion que les fourmis et divers autres insectes ont résolu en pratiquant un essaimage de masse qui assurera la fondation de quelques nouvelles colonies. Encore faudra-t-il passer l'hiver, saison qui ne convient guère aux adultes trop fatigués, tels ce licène ou ce tabac d'Espagne, butinant encore les innules automnales. Argus et Hespérie ne sont pas plus fringants, mais tous comptent sur la résistance de leurs œufs, de leurs larves cachées ou de leurs nymphes protégées. Malgré les intempéries, la vie subsistera jusqu'au printemps. Mais en sera-t-il de même face aux activités de l'homme ?